Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Retour au bercail, donc retour aux écrans. Ça aide, même si j'aurais joué globalement petit bras cette semaine, mais bonne remise en route, on va dire. Et puis en plus, on a un rebond digne de ce nom sur le CAC 40. Enfin, surtout aujourd'hui, Nasdaq avait commencé un petit peu tôt. D'un point de vue macro, globalement, si vous avez suivi les dernières vidéos de ces 3 derniers mois, les hypothèses de travail se sont globalement validées. Après, c'est toujours la difficulté du timing, mais globalement, on y est, donc il n'y a pas vraiment de surprise. C'est, en gros, on a peur de l'inflation, on a peur de l'inflation, on a peur de l'inflation, on monte les taux, mais globalement, on monte les taux et donc on fait peur aux opérateurs de marché qui anticipent donc du coup la récession et qui vont en fait auto-créer quelque part et accélérer de par leur peur et leurs anticipations, c'est-à-dire on gèle un petit peu les hausses de salaire, on gèle les embauches, on commence déjà éventuellement à virer des gens, on fait moins d'investissements, etc. Bref, ça commence à se gripper d'un point de vue économique et on le voit notamment cette semaine dans les différentes statistiques qui sont sorties. Ça commence un petit peu, on le voit, à bloquer. Mais pour autant, la récession ne va pas pointer le bout de son nez comme ça du jour au lendemain. Donc il faut procéder par à-coups. C'est-à-dire, quand on a les stats d'inflation qui sortent, on dit oh mon Dieu, mais que fait la Fed? Que font les banques centrales? Ils nous ont mis dans cette pagaille et ils sont en train de remonter les taux et ça ne fait pas baisser l'inflation. Oui, mais sauf que c'est pas les taux qui vont faire baisser l'inflation puisque c'est une inflation pour une majorité de matières premières. Et donc la hausse des taux, on en a déjà parlé et Powell l'a rappelé dans ses derniers discours. C'est pas ça qui fait la différence. Ce qui globalement fait la différence, donc, c'est qu'on commence à faire baisser les marchés, on commence à faire également baisser l'immobilier, on commence donc du coup aux entreprises à commencer à leur expliquer voilà, qu'il va falloir qu'elles fassent attention, donc qu'elles se serrent la ceinture, et aux populations également, l'inflation d'elle-même finalement est autorégulatrice, c'est qu'ils vont se serrer la ceinture également. Pour l'instant, ils maxent leurs cartes de crédit, les crédits à la consommation, etc. Mais à un moment donné, les taux sont en train de monter également, et donc à un moment donné, ils ne peuvent plus. Donc il faut à ce moment-là commencer à réduire les dépenses. La problématique, c'est que d'un autre côté, on a les gouvernements. Et c'est pour ça où je dis, en gros, bien sûr que les banques centrales ont une responsabilité, mais il faut arrêter de trouver dans les banques centrales soit le chevalier blanc, soit le bouc émissaire de toutes les problématiques dans lesquelles on est. L'État et les politiques et la politique fiscale notamment d'un État fait la différence également sur l'impact que vous allez avoir sur la croissance. C'est-à-dire si on réduit les impôts sur les entreprises, eh ben, elles vont pouvoir plus investir, elles vont pouvoir plus embaucher, elles vont pouvoir ainsi de suite. Et donc créer éventuellement de la croissance. Si on arrête et si on continue les aides, le bouclier du machin, le plan du truc, voilà, le bouclier énergie, etc., c'est très bien d'un point de vue social, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si le but, c'est d'essayer de juguler l'inflation le plus rapidement possible, avant que ça pousse les gens, justement, à se rendre compte que ça devrait leur octroyer des augmentations de salaire et donc à descendre dans la rue pour pouvoir, parce que leurs patrons évidemment auront peur de la récession du machin et donc ne voudront pas octroyer, et donc faire une crise sociale pour pouvoir avoir des augmentations de salaire, etc. Et donc rentrer dans une inflation cette fois-ci vraiment durable, c'est les États aujourd'hui. Donc il ne faut pas négliger également que les banques centrales créent des facilités de liquidité qu'elles sont en train de réduire maintenant, mais que si vous avez personne pour emprunter, pour pouvoir investir, la Banque centrale a beau justement être accommodante, ça ne servira à rien. Vous avez besoin que les opérateurs aient confiance. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la hausse des taux actuels des banques centrales et celles qui viendront n'ont pas un impact aujourd'hui sur l'inflation et n'auront pas un impact sur l'inflation avant plusieurs mois. L'impact que vous avez globalement, c'est l'anticipation des opérateurs économiques. L'impact que vous avez, c'est la peur du coup qu'on va pousser dans la récession et donc la baisse d'ores et déjà en anticipation des matières premières. Cette baisse des matières premières, etc., elle ne va pas avoir un impact sur les coûts et les marges des entreprises tout de suite.
C'est-à-dire que dans les résultats que l'on va avoir, on va encore voir la problématique surtout de l'inflation. Et pas la problématique, on va commencer pour certaines d'entre elles, la problématique de la récession, pas encore, mais de la détérioration et de la décroissance globalement. Donc c'est ces deux choses-là. Et comme on en avait parlé, ça met du temps, c'est-à-dire que l'inflation, avant de faire consensus, a mis du temps à arriver. C'est pour ça qu'avant qu'on vous explique la rotation vers les valeurs value, et il y a encore un paquet d'articles, il y a encore 2-3 semaines qui parlaient la rotation value, la rotation value, la rotation value. Ok, ça fait 1 an qu'il fallait l'anticiper globalement. Et ensuite, le consensus fait que c'est là où vous avez les mouvements exponentiels. Mais derrière, l'idée, c'était bien de se dire, attention au pétrole, tout le monde se rue sur le pétrole, très bien, mais à un moment donné, ça sera le dernier à baisser, mais il baissera également sur des anticipations de récession. Alors la récession, on n'aura peut-être pas droit. Après, éventuellement, c'est différent, bien entendu, entre l'Europe et les États-Unis, mais on n'y aura éventuellement pas droit, mais on a droit à une décroissance. Donc là, maintenant, globalement, on va continuer, pour moi, à s'écharper avec l'inflation, c'est-à-dire que fin juillet, il ne faut pas oublier qu'on aura une nouvelle réunion de banque centrale de la Fed, donc ça devrait être une augmentation de 0,5%, et on aura surtout les résultats des entreprises qui vont très certainement, dans lesquels on va très certainement voir qu'elles ne sont plus aussi résilientes qu'avant, parce qu'elles n'arrivent plus à passer autant qu'avant la hausse des prix. Évidemment, celles qui réussissent, ce sont elles les leaders, donc ce sont elles qu'il faut continuer de privilégier globalement, mais on devrait avoir de moins en moins d'entreprises qui arrivent. Et donc, la hausse de leurs coûts commence à grignoter leurs marges, et évidemment, éventuellement, on commence à avoir déjà des impacts sur les chiffres d'affaires. Mais globalement, c'est ça qu'il faut bien se dire, c'est qu'on va continuer d'être pris en tenaille par une inflation qui certes est en train de faire son pic, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas chuter d'un coup d'un seul. De la même manière que la décroissance aussi va se faire au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'il y a deux forces en présence. D'un côté, vous avez les banques centrales qui resserrent les taux, mais elles n'ont pas non plus une marge de manœuvre énorme. Encore moins la BCE que la Fed, et donc elles ne peuvent pas non plus rehausser les taux d'une manière trop énorme, même si j'ai été surpris quand même par les 0,75 du mois dernier. Mais d'un autre côté, et donc la peur de l'inflation, mais d'un autre côté maintenant, c'est l'idée de se dire la récession, on en avait parlé. Et donc quand on dit la récession, la décroissance, ça veut dire que les valeurs cycliques, elles vont se faire démonter, et c'est déjà le cas globalement, et on n'a pas attendu globalement que maintenant on ait de plus en plus d'articles qui parlent de la peur de la récession maintenant que de l'inflation. Ça veut dire que c'est en train de faire consensus globalement. Donc il va encore y avoir des à-coups, mais maintenant ce qu'il faut, c'est essayer de se projeter sur la suite. Et ce sur quoi on va se projeter sur la suite, là on laisse faire le rebond, etc., mais ça va être derrière de départager, de dire ok, décroissance, mais de combien? Et pendant combien de temps? Est-ce qu'on va avoir une décroissance qui va être très forte, qui va peut-être nous pousser en récession, mais on va pouvoir s'en sortir assez rapidement? Globalement, c'est une récession de normalisation, quelque part. C'est plutôt le scénario que j'ai en tête. Ou est-ce que vraiment, voilà, on va transformer tout ça en dépression et compagnie? Et là, la clé, elle est quand même dans les mains des États plus que les banques centrales. Pour moi, et Powell l'a répété, les banques centrales font ce qu'elles ont à faire. Mais la problématique, c'est que de l'autre côté, on a des États qui continuent d'apporter énormément d'aide. Et donc, s'ils continuent d'apporter énormément d'aide, ça ne permet pas aux consommateurs, alors d'un point de vue social, tout ce que vous voulez, très bien, ok, mais là, d'un point de vue économique, ça ne permet pas au consommateur, du coup, de se retrouver avec une incapacité de payer et donc réduire sa demande. Parce que c'est bien de ça dont on parle, et c'est bien de ça dont on parle déjà depuis énormément de semaines, c'est que personne jusqu'à maintenant parlait de réduisons la demande. Donc faisons en sorte de ne plus aider le consommateur pour que de lui-même, il ne soit plus capable de pouvoir payer et donc de lui-même réduise sa demande, ce qui va faire baisser les prix. Donc évidemment, sur les futurs actuellement, au niveau des matières premières, on a déjà anticipé ça. On a déjà anticipé ça également que la hausse des taux va bloquer la bulle immobilière qui était éventuellement en train de se former. Donc vous avez le bois, le truc, le machin, tout ça, ça a déjà baissé. Mais je veux dire, aujourd'hui, tout le monde va commencer à vous parler de la baisse de l'aluminium, de la baisse du bois. Mais graphiquement parlant, on en avait parlé dans l'académie, il y a 1 mois déjà. C'est l'idée que, voilà, c'est ça le scénario qu'on anticipe. C'est justement utiliser le cuivre, utiliser ce type de matières premières-là,
ça vous permet justement d'avoir une indication, comme un indicateur sur ce que le marché est en train d'essayer de pricer pour la suite. Et donc évitez de vous faire noyer par tous les articles, il y a à boire et à manger, et ça ne fait que suivre de toute façon la demande. Les gens ont peur de la récession, donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez que des articles sur la récession qui nous pointent à la figure. Donc c'est toujours pareil. Et évidemment, dès que vous avez un rebond, ben, vous avez un paquet de mecs qui vont vous expliquer que le marché est complètement débile, etc. Mais ce que le marché est en train de jouer globalement, c'est qu'à un moment donné, on a peur de la récession, mais à un moment donné, on se pose les bonnes questions aussi. Et c'est là où on va voir, dans les mauvaises nouvelles économiques, le fait que la Fed, globalement, les banques centrales ne pourront pas aller au bout de leur resserrement monétaire. On en avait déjà parlé. Et donc, si elles ne vont pas au bout, globalement, on avait déjà pricé une certaine partie de la hausse, et ben on fait une détente sur les taux. Si on a peur de la récession, globalement, eh ben on va acheter des obligations. Donc, ça fait monter le prix des obligations, et ça fait une détente sur les taux. Donc, c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre, c'est cette relation et cette transition, cette normalisation, cette année, c'est ça dans lequel on est. Et donc il faut accepter la volatilité d'une part, mais le fait que tour à tour, le marché va s'inquiéter donc pour l'inflation, qui était l'ennemi public numéro un, mais petit à petit, la récession par à-coup devient elle-même l'ennemi public numéro un, et l'inflation par à-coup. Et aux prochaines stats d'inflation, on se rendra compte que l'inflation ne baisse pas, qu'éventuellement on commence à former le plateau, mais qu'en gros ça va mettre du temps, les midterms vont arriver, et pour autant vous avez donc des politiques qui sont court terme et qui sont là pour satisfaire l'électorat, qui en fait empêchent globalement aujourd'hui l'inflation de baisser de par les aides qu'ils apportent, parce qu'ils ont trop peur évidemment de retirer les aides et de créer un mouvement social juste avant éventuellement des élections. Mais la problématique aujourd'hui, il faut arrêter, j'arrête pas de le lire, et même chez des analystes qui ont énormément de followers, c'est très dommageable. Et on prend l'exemple des années 70 de Volcker, qui en augmentant énormément les taux, a cassé les pattes arrière de l'inflation. Sauf qu'on oublie quand même énormément de choses, et c'est ce qui me gêne toujours en finance, c'est que globalement on fait des relations, on fait en gros de cause à effet, et comme s'il y avait juste un mec, Dieu, le président de la Fed, qui décidait de tout et de la suite. Alors certes, bien entendu, l'augmentation des taux d'une manière très forte a un impact sur les acteurs économiques, indéniablement. Mais il ne faut pas omettre également que il y a d'autres facteurs, et énormément d'autres facteurs, et que l'économie est bien plus complexe que ce que vous pouvez penser, et avec un certain nombre de facteurs. Et qu'il ne faut pas oublier que l'inflation, si Volcker a été aussi dans la capacité de casser les pattes arrière de l'inflation, grâce à sa hausse de taux d'intérêt, c'est aussi parce qu'à la même période, la politique, l'État, le gouvernement américain était dans une politique justement d'abaissement des impôts sur les sociétés. Faut pas, si vous revenez à 2016, qu'est-ce qui fait que le marché monte en 2016 alors qu'on était aux portes du crack, aux portes de la fin du monde, etc., en plus Trump, etc., il baisse les impôts sur les sociétés. Donc il ne faut pas négliger l'importance de la politique d'État. Ça a un impact sur la croissance, ça a un impact sur l'inflation également. Donc les aides gouvernementales, tout ça, ça a un impact sur l'inflation. Donc, dans les années 70, c'est la même chose pour Volcker. C'est-à-dire que globalement, oui, il a une part de responsabilité qui est indéniable, une grosse part même certainement, mais ce n'est pas Dieu. C'est comme aujourd'hui, Powell n'est pas Dieu. Il ne peut pas tout faire. On a besoin des États aujourd'hui pour régler les problématiques également. La géopolitique également, bien entendu. La guerre en Ukraine, la gestion Covid, le Covid qui est en train éventuellement de repartir. Alors certes, on ne va pas reparler confinement puisqu'on n'est pas sur des variantes qui sont tueurs, mais on a quand même un certain nombre de cas, ça vous met à la maison, etc. Ça crée quand même des perturbations sur les chaînes logistiques. Donc ça continue en fait. C'est ce que je vous ai expliqué, c'était que globalement, le mauvais mot à utiliser, c'était le fait de parler d'inflation temporaire et donc de se décrédibiliser de cette manière-là. L'inflation est transitoire. La problématique, c'est que tout le monde a compris que transitoire, la définition, c'était court terme. Non, c'est 2 ans.
c'est toujours transitoire. L'inflation actuelle est toujours transitoire, c'est toujours le mot qu'il faut utiliser, mais on a mal à expliquer aux gens que transitoire, en économie, c'est pas 3 mois. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous avez des variants, plus vous avez des guerres, plus vous avez des États qui continuent d'aider le consommateur, etc., et plus on ne laisse pas l'économie s'autoréguler, et plus, justement, on a donc une inflation qui devient durable dans le sens commun des mortels, et on pousse éventuellement vers les augmentations de salaire. Et une fois que vous avez passé les augmentations de salaire, il n'y a pas de retour en arrière globalement pendant un long laps de temps. Et donc le côté transitoire s'efface pour partie. Mais là, le côté transitoire, il est toujours là aujourd'hui, pour la moitié, je dirais, de l'inflation que l'on a. Peu importe, à plus 5 en France, à plus 8, etc. Peu importe si c'est les taux réels ou les stats non officiels, etc. Mais on est toujours aujourd'hui dans cette partie transitoire pour moi. Mais en tout cas, c'est ce que je crois, bien entendu. Vous avez le droit d'avoir une opinion différente. Mais c'est toujours là-dessus. Et donc, pour revenir à Volcker, puisque quand même, j'ai sauté un petit peu du coq à l'âne, vous avez donc en même temps une politique d'État qui baisse les impôts sur les entreprises, donc on pousse la croissance et on pousse la demande de main-d'œuvre. Et ça tombe bien quand même, parce que les années 80, c'est un petit peu la fin du baby-boom. Donc vous vous retrouvez également, coup de bol ou pas, vous vous retrouvez également avec un flot de nouvelles main-d'œuvre dans les années 80, alors qu'il ne faut pas oublier que la stagflation des années 70, c'est une problématique évidemment de 2 chocs pétroliers, mais c'est aussi une problématique de manque de productivité et de baisse de la productivité. Or là, on se retrouve avec les années 80, avec un nouvel essor d'investissement, notamment dans les nouvelles technologies, qui vont apporter de la productivité, et une disposition de main-d'œuvre énorme, ce qui permet évidemment de juguler la hausse des salaires, et donc l'inflation sur cette partie-là. Donc il ne faut pas omettre, et pour moi c'est ça le plus important, il faut arrêter de tirer à balles réelles sur les banques centrales, elles font ce qu'elles peuvent, les pauvres, ce ne sont pas Dieu, et il faut arrêter de minimiser l'importance des décisions d'État. Malheureusement, depuis déjà un laps de temps assez long, on prend énormément de décisions à court terme. Il suffit de regarder, par exemple, comment est traité aujourd'hui les solutions par rapport aux problématiques du gaz, et on voit l'Allemagne, pour se rendre compte que pour des décisions politiques et se taper sur l'épaule pour prendre des décisions sans fondement, etc., il y a du monde. Par contre, pour un petit peu de pragmatisme, là, il y a beaucoup moins de monde. La problématique, c'est qu'on en paye les pots cassés, et on continuera d'en payer les pots cassés à long terme. Donc c'est toujours ça la problématique, et l'Allemagne, pour moi, c'est un bon exemple, avec la problématique de gaz et le fait de réouvrir les centrales à charbon. J'avais fait une vidéo il y a, je sais pas, novembre ou décembre dernier, sur le fait que le charbon n'était pas mort. Et globalement, on y est. Et il faudra à un moment donné se poser la question du nucléaire, mais bon, c'est l'objet d'une autre vidéo éventuellement, j'avais déjà fait ça en 2019. À un moment donné, peut-être qu'il faudra prendre quelques décisions. La problématique de ces décisions-là, c'est que c'est pas parce que vous la prenez que le lendemain, directement, vous avez une centrale qui est devant chez vous. Donc, voilà toujours les problématiques où ça manque clairement de vision de long terme et d'analyse un petit peu de risque. Mais bon, ça, c'est un autre topo, et je vais pas m'y plonger là-dessus. Donc, globalement, rien de neuf, hein. On est toujours dans ce marché qui se bat entre l'inflation, est-ce qu'on fait le pic ou on le fait pas, la récession du coup qui arrive, est-ce que ça va être vraiment une grosse baffe, ou ça va être gérable, l'économie, on y rentre quand même. Le côté positif, c'est de se dire quand même que les entreprises n'ont jamais eu des bilans aussi sains, et les consommateurs n'ont jamais eu des bilans aussi sains. Donc c'est ça aussi qui est important de se dire, c'est que, à contrario de ceux qui vont vous faire la comparaison des subprimes, des trucs, des machins, c'est qu'on rentre quand même éventuellement dans une récession. Bon, encore faut-il qu'elle advienne, il faudra qu'on étaye ça, mais en gros le marché se met en attente parce qu'il va nous falloir des stats qui vont nous permettre d'étayer plus ou moins l'un ou l'autre des scénarios. Et donc en attendant, évidemment, si on a peur de l'inflation, on vend les valeurs de croissance
et on achète les valeurs qui sont protectives sur de l'inflation. Ou si on a peur de la récession, ben, on commence à parler de fin de cycle. Et donc à ce moment-là, ben, on se dit que les banques centrales ne pourront pas remonter les taux autant qu'elles veulent. Il y a une détente sur les taux, les valorisations sur les valeurs de croissance, et donc commencent un petit peu moins à se délier globalement. Et donc des valeurs de croissance, de qualité, qui vont continuer de croître dans un marché en décroissance et qui vont continuer d'être rentables, continuent d'attirer. Qui plus est, voilà, si on anticipe que les banques centrales ne pourront pas remonter leur taux court, et donc du coup, les taux longs se détendent un petit peu, et ça nous permet de valoriser un petit peu plus ces sociétés-là. Donc, globalement, cette semaine, c'est ce qu'on a eu, avec un rebond essentiellement des valeurs de croissance, et notamment sur le CAC 40, ça a été surtout le cas sur les valeurs du luxe. Mais c'est pas... Ce qu'il faut éviter, je vous ai dit, c'est un paquebot. Hein, on tourne le gouvernail un petit peu dans tous les sens actuellement. La problématique, c'est qu'on n'attend pas que le paquebot commence à tourner pour se dire globalement, ok, on va encore attendre, on va temporiser avant de tourner, parce que ça tourne lentement. Et là, on est en train de tourner dans tous les sens, alors qu'on n'a même pas le paquebot qui a encore tourné. Donc la problématique, c'est ça, c'est comme en bourse, c'est comme un investisseur. Finalement, plus il prend de décisions, et plus il prend le risque de faire une erreur. Et les États et les banques centrales actuellement, on le voit, sont en train de prendre énormément de décisions et donc d'accroître le risque d'erreur. Sinon, si on en revient au graphique, c'est baissier sur le journalier en tout cas, il ne faut pas l'oublier. On a sauvé les meubles tout au long de cette semaine. Globalement, on avait un petit biseau descendant comme ceci qu'on a cassé par le haut aujourd'hui. On a potentiellement une envie d'aller chercher le gap. On verra ça lundi. Mais voilà, c'est du rebond technique, au prorata de la baisse. On peut éventuellement aller chercher jusqu'au 6002. Mais tant qu'on restera sous les 6002 et même sous les 6003, il ne faut pas y voir un retournement haussier de la tendance. Donc, on est toujours dans un mode prendre ce qu'il y a à prendre. C'est juste qu'on a un rebond, potentiellement avec une casquette un petit peu plus durable. Définition qui reste court terme tout de même, hein. Qui peut se mettre en place. Et par contre, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est l'après. C'est-à-dire, on verra où il bloque, on ne va pas jouer aux devinettes, et ensuite, c'est la consolidation qui va être importante. Et la capacité des acheteurs à tenir maintenant les supports. La zone des 6000 points, par exemple, va être un bon premier niveau de support, et surtout, je dirais, la zone des 5940, 5950. Tenir ça, ça permettra de créer la congestion. Et là, on verra, si on en sort par le haut, on pourra se dire, tiens, on tente un rebond un petit peu plus fort. Pas encore de retournement, ça serait encore trop tôt pour moi de parler de ça, mais on y reviendra. Et si on recasse tout par le bas, un petit peu comme dans du beurre, les supports ne tiennent pas, et ben c'était juste un rebond technique dans une tendance qui reste baissière, avec les 5700 points qui peuvent éventuellement s'ouvrir par la suite. Voilà, c'est tout. On est dans du mode, séance après séance, on regarde et on avise. Donc c'est ça, typiquement le marché dans lequel on est actuellement, c'est un marché de gestion du risque avant tout. Si on regarde le Nasdaq, alors pas le composite, je vais regarder le 100, c'est globalement la même idée, une tendance baissière. Alors je regarde que le journalier, je vous commente que le journalier, hein. Évidemment, à l'académie, etc., on prend un peu plus de recul pour justement avoir la vue hélicoptère qui permet d'avoir une réflexion un peu plus poussée. Mais là, l'idée, voilà, c'est baissier point bas. On a eu une réaction sur les 11 100 points, et on va chercher actuellement, on a fermé un premier gap ici, mais en ouvrant un autre gap, donc là, ça sera notre zone pivot. Si jamais on veut consolider ou quoi, cette zone des 11 007, là, peu ou prou, bah, ça serait 11 007, 11 005, ça sera la zone à conserver. Si on consolide et on arrive à conserver ça, ça va permettre de créer la congestion. Et là, ensuite, on en sort par le haut, on en sort par le bas, mais si on arrive à conserver, on se donne un peu plus de probabilité de dire, tiens, on peut peut-être jouer une deuxième salve de rebond, en mode, oh mon Dieu, la récession et potentiellement les résultats des sociétés, la Fed qui arrive et où on se dit, ça y est, c'est déjà en train de partir très très mal. Et du coup, on est en train le marché se met à anticiper que la décroissance finalement va s'accélérer. Et donc du coup, va d'autant plus pousser la Banque centrale à faire une pause très rapidement. Donc
Donc c'est qu'une question, voilà, maintenant c'est en gros, on va vendre les bonnes nouvelles économiques sur les valeurs de croissance, hein, et on va acheter les mauvaises nouvelles globalement parce que ça pousse les banques centrales plus ou moins à redevenir accommodantes. Mais surtout ce qui plaît hein, au marché, c'est que les banques centrales sont en train de resserrer, mais dans tous les discours qu'on entend, c'est qu'en gros, je veux pas déglinguer l'économie, et qu'à partir du moment où j'ai une indication, alors évidemment ça sera toujours un petit peu trop tard, mais à partir du moment où j'ai une indication, je stoppe, et je redeviens accommodant, éventuellement. Donc en gros, ça veut dire quand même, on reste derrière la courbe de l'inflation, donc on monte les taux, mais on reste toujours derrière la courbe de l'inflation, donc ça reste des politiques accommodantes, ça resserre, les liquidités sont resserrées, mais quand même, ça reste accommodant, on pourrait resserrer beaucoup plus par rapport à la courbe de l'inflation notamment. Et globalement, ce qu'on est bien en train de se dire, c'est que dès que ça s'échappe, vous inquiétez pas, je reste chevalier blanc, et je vous laisserai pas tomber, et je reviendrai en mode accommodant. Donc ça, voilà, ça fait partie du discours qui, sur quelques jours, peut motiver un petit peu les acheteurs. Mais il ne faut pas omettre la tendance de fond, ok, et il ne faut pas omettre que derrière, le coup d'après, c'est de dire « Ouais, mais ce que je veux, c'est juguler l'inflation d'abord. » Pourquoi? Parce qu'en tant que banque centrale, j'ai très peur que si je laisse filer l'inflation trop longtemps, ben, ça devient une inflation durable à cause de l'augmentation des salaires. Donc c'est pour ça aussi que je donne l'impression d'être un petit peu en mode panique, parce qu'en fait, je me rends bien compte que j'ai pas trop le temps, il faut que je me dépêche, et surtout mes gouvernements, je ne peux pas compter sur eux, parce que mes gouvernements, ce n'est pas eux qui vont réduire leurs aides maintenant, parce qu'eux, ils ont peur du mouvement social, etc. Donc, malheureusement, vous voyez, on a un petit peu des vents contraires sur ce qui serait bon de faire. Mais, si on en revient au graphique, voilà, on arrive là sur une zone de résistance, passera pas, je ne suis pas devin, mais si ça passe, je jouerai bien l'oblique là sur les 12 002, et après, je pars du principe qu'il faut consolider, construire, et ne pas omettre qu'on peut en sortir par le haut. Parce que c'est ça où c'est toujours le plus intéressant. J'ai jamais vu cette semaine autant d'articles nous parler de la récession, qu'il y avait encore 15, 20, 30% à perdre. Ah, potentiellement oui, potentiellement c'est un point bas intermédiaire, c'est pas le point bas final. J'en sais absolument rien. Mais tout ce que je sais, c'est que si vous commencez à lire tout ce qui est en train de sortir et qui est écrit, etc., bah, c'est clair et net que vous vous en sortez pas et vous devenez fou. Donc on suit le graphique. On suit le graphique à ce stade-là, on ne se dit pas que le marché est débile, on se dit que le marché joue, à un moment donné, une vague. Aussi longtemps qu'il la jouera, on la joue, et après, il jouera une autre vague. Là, je pars du principe qu'on est sur une vague intermédiaire. Il est bien trop tôt pour parler qu'on est en train de retourner le marché. Alors bien entendu, c'est un prorata, donc vous avez des valeurs qui gagnent 20, 30, 40%, mais ça reste du prorata. J'accélère un petit peu globalement, donc 11500, 11007, c'est les niveaux à tenir. Si vous recassez ça par le bas, on replonge un petit peu dans l'incertitude avec les 11 000, avec éventuellement le double bottom, voire les 10 008 là, qui peuvent servir de support. Mais globalement, pour moi, on peut aller chercher 10 008, etc. Mais je pars du principe que là, c'est mois d'été. Alors je vais attendre avec une certaine appréhension la fin du mois de juillet quand même. Mais jusqu'à la fin du mois de juillet, globalement, la construction va énormément m'intéresser. Après, il y aura le quid, est-ce qu'on joue la dernière semaine de juillet ou pas? Ça peut valoir le coup de rester un petit peu out et puis de voir un petit peu comment ça s'écharpe sur le mois d'août. Et là peut-être d'avoir... Enfin, l'été sera intéressant, je pense. Honnêtement, on dit souvent qu'il faut... ça sert à rien de regarder l'été. Moi, je pars du principe que même s'il s'y passe pas grand-chose, il s'y passe de la construction. Et observer l'été, ça vous permet globalement d'être prêt en septembre, déjà avec vos plans. Et ça fait globalement la différence, parce que si vous n'êtes pas prêt avec vos plans en septembre, ben vous loupez en règle générale ce qui se passe, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc c'est quand même important d'avoir une certaine observation sur les mois d'été, qui plus est cette année, je pense. Voilà, on a fait le tour, on peut regarder donc l'obligataire. Globalement, qu'est-ce que vous avez? Hop, vous avez un joli rebond au prorata qui est venu chercher cette oblique ici, donc vous restez dans une tendance baissière. Donc, il ne faut pas dire ce qu'on n'a pas dit. Globalement, les obligations remontent, les taux se détendent, mais on reste toujours dans la tendance baissière. Donc, pas de retournement à ce stade-là, c'est juste qu'on a eu un mouvement un petit peu réactionnaire vif. Point bas ou pas, l'avenir seul le dira. Maintenant, place à la construction et à voir si on est capable d'envoyer le second mouvement. Si on est capable d'envoyer le second mouvement, ça veut dire que le marché commence vraiment à se faire du souci un petit peu sur la force de la
décroissance. On ne va pas dire récession parce qu'on n'y arrivera peut-être pas. Je parle vraiment d'un point de vue US. Mais voilà, après, certains verront une épaule tête-épaule inversée qui pourra avoir l'hypothèse de se tracer, évidemment. Ça pourra nous permettre éventuellement de dire « Oh mon Dieu, on va avoir droit à la récession » et donc pas mal vont revenir chercher de l'obligataire par sécurité. Mais il ne faut pas omettre également que vous avez toujours des dividendes qui payent très bien. Ne pas omettre également que les valeurs value, donc que ce soit l'énergie, que ce soit les banques, etc., même s'il y a une récession et qu'on a vu les banques un petit peu être en tenaille, elles vont quand même certainement remonter leurs dividendes cette année par rapport à leurs résultats qui vont être très bons. Pareil pour les valeurs énergétiques. Donc on a quand même énormément de valeurs aussi qui ont toujours beaucoup de cash dans un monde inflationniste. C'est quoi? C'est des OPA, c'est des retraits de cotes, c'est des rachats d'actions, c'est des augmentations de dividendes. Donc on a quand même toujours un certain attrait sur les actions. Certes, on a réduit les liquidités, mais il y en a toujours. Donc on sent que, pour moi, il n'y a toujours globalement pas d'alternative, dans le sens où ce sont les actions qui donnent le meilleur rendement. Par contre, il y a une petite alternative, si le marché commence à vouloir jouer à se faire peur. L'alternative, en fait, c'est de commencer à pondérer de l'obligataire. Globalement, vous perdez par rapport à l'inflation. Votre taux réel est toujours négatif aujourd'hui. Mais vous savez déjà de combien. Donc ça peut créer en fait des portefeuilles qui permettent d'amortir un petit peu le risque que vous prenez sur des actions. Donc ne pas omettre que le prix des obligations peut continuer à monter et les taux se détendre justement par rapport à ce type de stratégie-là, un petit peu de couverture. Ne pas omettre également que vous avez énormément de fonds qui ont des obligations réglementaires et qui doivent détenir je sais pas, à la fin du trimestre, à la fin du semestre, etc. Ce genre des pondérations 60-40, 70-30. Et donc, ils vont réajuster leur pondération. Quand vous avez des mouvements qui ont été assez importants sur les 3 derniers mois, les réajustements aussi. Donc, ils n'achètent pas parce que c'est le bon prix, ils achètent parce qu'ils sont obligés de réajuster. Donc, il ne faut pas omettre également les volumes et les transactions que vous pouvez avoir sur ces phénomènes-là. Et il ne faut pas les sous-estimer non plus. Et il ne faut surtout pas sous-estimer les trackers et le nombre de hedge funds, etc., qui ont des gestions via tracker. Et les flux qui rentrent actuellement sur les marchés sont des flux sortant sur action individuelle, mais rentrant sur tracker. Donc ça aussi, il ne faut pas négliger. Un tracker, il est bête et méchant, il achète tout l'indice en fonction des pondérations de l'indice. Terminé. Donc ça aussi, c'est à prendre en note. Donc là aussi, pour moi, il y a une phase de construction qui va être importante à observer pour pouvoir justement se dire, est-ce que le marché est mûr pour commencer vraiment à jouer la récession et laisser un peu plus de côté l'inflation et donc parler des inflations? Ou est-ce qu'il n'est pas encore mûr et on a joué juste une vague récession en mode « Oh mon Dieu, on va y avoir droit » et puis après, on va avoir quelques stats inflation qui vont tomber, les entreprises, etc. Et on va se dire « Ouais, mais l'inflation n'est pas prête encore de tomber, ça va encore durer potentiellement quelques mois, donc j'ai quand même mon scénario inflationniste qui reste prédominant. » Et on va jouer. On va jouer entre les deux et donc il faut se préparer pour moi encore des à-coups. Et le graphique nous dira quand il est mûr au niveau des constructions pour pouvoir ensuite jouer un scénario plus que l'autre pour une nouvelle tendance. Donc globalement, c'est ça que je regarde. Le pétrole également. Donc vous avez une baisse du pétrole. Ok, très bien. Alors tout le monde parle de la baisse de 13%, 14% du pétrole. Ok, très bien, mais il faut savoir d'où on vient. Et globalement, je veux dire, c'est une correction à ce stade-là. On va congestionner ici. On peut très bien en ressortir par le haut. Je veux dire, le conflit en Ukraine, personne ne connaît la tournure. Éventuellement, l'été peut permettre de reparler pour parler, etc. Et vous pouvez avoir donc du coup une détente supplémentaire. Et on peut éventuellement revenir, vous voyez, sur cette zone des 100 $. Pour autant, il ne faut pas négliger que la tendance est à la hausse à long terme et que donc ça sera surtout une détente de court moyen terme qui serait propice un petit peu pour la suite et pour détendre un petit peu sur l'inflation, mais en mode vague intermédiaire. On ne peut pas parler aujourd'hui de retournement à la baisse de la tendance du pétrole ou des principales matières premières. Hein. Ce n'est pas le cas. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui que voilà, si vous avez une vague aujourd'hui qui veut jouer la récession, etc., la baisse de l'inflation, parce que vous avez la baisse des matières premières, très bien. Mais ça reste aujourd'hui encore une vague court terme qu'on ne peut pas encore valider comme étant un retournement de moyen terme. C'est trop tôt.
il faudra encore patienter. C'est pour ça que je vous dis que l'été sera très intéressant parce qu'on aura certainement la construction qui nous permettra de valider est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Le gold dans tout ça, le gold, ce qui va surtout l'intéresser, lui, hein, c'est s'il y a la récession et qu'elle n'est pas petite. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va jouer son rôle de hedge et surtout, on va anticiper le fait que les banques centrales vont devoir desserrer l'économie, redevenir accommodante, rebalancer du cash et donc ça fait baisser le dollar. Donc n'omettez pas qu'en ce moment vous avez un resserrement monétaire et que donc comme vous avez un resserrement monétaire, vous avez une réduction du dollar. Le dollar, quoique les vidéos YouTube de monsieur Gourou, tout le monde qui veut vous expliquer que les US sont morts, ils sont loin d'être morts, ça prendra encore certainement pas mal de temps et en attendant, le dollar reste roi et il a bien prouvé sur cette crise-là. Globalement, on le voit, on commence juste à peine à commencer à taper des points hauts. Et c'est là aussi que ça va être très intéressant donc, sur cet été, c'est que vous le voyez, on a des figures de construction. Cassera par le haut, par le bas, le marché le décidera, mais la guerre des monnaies, comme je vous l'ai dit, ça a son importance sur justement l'impact que les matières premières ont sur l'inflation, et donc elles-mêmes sur la monnaie, le consommateur, l'économie. Donc il ne faut pas négliger que pour l'instant, les gagnants sont les US, et c'est ça qui sera important de voir justement si le dollar commence un petit peu à baisser. Ça voudra dire également qu'on a un petit peu plus de confiance et donc éventuellement la guerre en Ukraine, le Covid, le machin, sont des impacts qui seront importants, surtout pour l'Europe. Et ça, on aura également, entre guillemets, la vérité qui nous sera donnée par l'évolution de l'euro-dollar. Et ça nous permettra de nous dire si l'euro-dollar remonte, on a un peu plus de confiance qui revient sur l'Europe, donc on a des flux qui reviennent sur l'Europe, donc éventuellement on peut recommencer un petit peu à surpondérer l'Europe. Pour l'instant, vous le voyez, on est au milieu du no man's land, et donc globalement, c'est des phases de construction. On a eu des phases de volatilité, on commence à taper des points bas, on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas dire si c'est le point bas du point bas, mais on a des constructions. Et c'est ça le plus important pour moi, c'est ça qui va nous permettre de valider la suite. Si on reprend le côté encore inflation pour un coup, on n'est pas sorti de l'auberge, ou si on commence vraiment à taper sur la récession, et donc qui dit récession dit un petit peu plus de peur sur le dollar, et donc un réajustement. Et la Banque Centrale Européenne, honnêtement, si l'euro ne s'était pas cassé la figure, je doute vraiment qu'ils auraient augmenté les taux, parce qu'on sait très bien que l'augmentation des taux ne fera rien sur le pétrole, que l'inflation, surtout en Europe, c'est surtout une question énergétique, et que donc, en fait, le seul moyen d'essayer d'absorber un petit peu, c'est de faire en sorte que votre monnaie résiste tant bien que mal, surtout que les matières premières sont en dollars, et donc que si votre monnaie est un petit peu plus forte, vous avez un impact un petit peu moindre sur l'importation des matières premières en dollars. Or là, pas de bol, hein, depuis le début de l'année, l'euro s'est quand même pris une bonne mandale. Le seul truc qu'on arrive à faire avec l'augmentation des taux sur la BCE, c'est à réguler l'affaire. Par contre, il y a un contre-coup, vous l'avez entendu, c'est le spread, hein, la fragmentation et donc le spread entre les différents pays européens. Et si ça devient un petit peu trop important, on va reparler de la crise de la dette grecque. Et comme je vous l'ai dit, le côté optimiste, c'est de se dire qu'on rentre quand même dans cette instabilité, dans une meilleure santé que la précédente, en 2008-2009. Donc, éventuellement, si on ne commence pas à taper, à faire des erreurs et à monter en boule de neige, a priori, on pourrait s'en sortir mieux. Donc, ça serait une récession ou une décroissance, je dirais, mineure, entre guillemets, en termes de puissance et de laps de temps. Mais encore une fois, ça reste de l'hypothèse, et c'est ce que fait le marché dans ses constructions, c'est qu'on va avoir besoin maintenant de quelques semaines, quelques mois pour commencer à étayer le prochain scénario et commencer à le valider et à le jouer. Et ça, typiquement, c'est les constructions. Et une fois qu'on a décidé, c'est la sortie de la construction. Voilà, je pense que j'ai